Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle visioconférence sur quelles activités faire avec ses petits-enfants. Cette visio est réalisée en partenariat avec Movadom et Adaptia et elle est financée par le CNSA, par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et le département 75. Merci du coup à tous d'être présents. On a 4 personnes pour le moment. J'espère qu'on va être rejoints par un peu plus de gens, mais en tout cas pour le moment on est 4. Donc si besoin, moi je serai là pour assister à Estelle tout au long de la conférence, donc n'hésitez vraiment pas à faire appel à moi dans le chat. Et puis à la toute fin de la conférence, si vous avez des questions, dans tous les cas, on pourra passer quelques minutes, enfin consacrer quelques minutes à une petite session questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à moi, je reste là tout le long. Et puis je vais passer la main à Estelle, qui va du coup commencer à tout nous expliquer. Pardon, oui, effectivement. Hop là. Ça y est, j'ai pris la main. Comme nous sommes peu nombreux, en fait, si vous avez des témoignages, je trouve que c'est toujours très intéressant de soit des problématiques que vous avez rencontrées lors des activités avec vos petits-enfants ou lorsque vous les avez gardés, soit des bonnes idées d'activités. Alors voilà, je trouve que c'est l'occasion, comme on n'est pas très nombreux, on peut prendre la parole. Donc n'hésitez pas à lever la main ou à aller mettre des petits commentaires dans le fil de la conversation sur la droite. Estelle, est-ce que vous voulez que j'ouvre les micros, les caméras, justement, parce qu'on n'est pas très nombreux? Alors, les micros, non, parce que ça fait des résonances. Ouais. Après, les caméras, ça peut être sympa. Allez. Comme ça, je fais des coucous à tout le monde et puis tout le monde me répond. Allez, parfait. Voilà, super. Alors, donc moi, je m'appelle Estelle, je suis conférencière pour Movadom sur différents types de sujets. Là, pour l'instant, en fait, comme je ne vous vois pas, je vois que la première lettre de votre prénom ou de votre nom. Je ne sais pas si je vous ai déjà vu ou si vous avez déjà assisté à l'une de mes conférences, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle conférence qui est un thème que j'aime beaucoup. Donc, ce sont les activités avec les petits-enfants. C'est un thème que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 4 enfants et ma maman, mes parents les ont souvent gardés. Alors, mon papa n'est plus là depuis quelques années, mais voilà, mes enfants sont souvent allés chez mes parents et j'ai trouvé qu'ils avaient une capacité à développer des idées d'activités que tout le monde ne peut pas toujours avoir. Donc, voilà, j'ai eu envie d'en faire part à tout le monde. Et puis, d'autres idées sont venues s'ajouter à tout ça. Et c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de partager ça avec vous. Alors, peut-être que ce qu'on pourrait faire, bonjour Catherine, peut-être que ce qu'on pourrait faire, puisque on n'est pas très nombreux, c'est que chacun se présente avec le prénom et me dit si vous avez déjà gardé vos petits-enfants et combien de petits-enfants vous avez. On peut faire ça, Chloé? Ok, alors allez-y, quelqu'un prend la parole, Catherine par exemple. Il faut ouvrir le micro. Alors, juste que j'autorise les micros, parce que ce n'était pas encore le cas. C'est tout bon, vous pouvez ouvrir vos micros. Qui voudrait prendre la parole? Ne soyez pas timide. Je vois que le micro est ouvert. Si vous voulez prendre la parole, on vous écoute. C'est peut-être un peu tôt. Oui, Peut-être qu'on n'ose pas encore prendre la parole. oui. Mais ce n'est pas grave, ça viendra tout à l'heure. Voilà, sachez que j'aimerais bien, ça me ferait plaisir de savoir quel âge vous avez, combien de petits-enfants, est-ce que vous avez déjà gardé, est-ce que vous allez les garder cet été et vous êtes un petit peu en stress pour savoir mais qu'est-ce que je vais faire avec mes petits-enfants? En plus, en fonction de l'âge, parfois ça peut être compliqué. Donc, n'hésitez pas à me dire, quand vous êtes prêts à témoigner, vous me mettez dans le fil de la conversation, là sur la droite, vous me dites « je suis prêt » ou « je suis prête ». Et dans ces cas-là, on vous écoutera avec grand plaisir. Alors, quel que soit l'âge de vos petits-enfants, que ce soit des tout petits, des moyens ou des ados, l'endroit où vous habitez, en fait, et peu importe l'endroit où vous habitez, il y a toujours des choses à faire. Le plus important, c'est de passer du temps avec ces petits-enfants
parce que les activités que vous allez partager avec eux, eh bien, ça laissera un merveilleux souvenir familial à tous, parce que vous, ça va vous emplir de joie. Les petits-enfants, en fait, ils vont construire toute leur personnalité à travers ces activités. Ils vont raconter ça ensuite à leurs parents, ils raconteront ça à leurs amis, ils raconteront ça ensuite à leurs enfants. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, Catherine a 69 ans, elle a 3 petits-enfants. 9 ans et demi, 3 ans et 4 ans. Et bien ça en fait de l'activité. J'imagine que vous ne vous ennuyez pas quand vous les gardez, Catherine. Il y a un micro qui vient de s'allumer, qui veut parler. Non, c'est pas grave. Je continue et puis vous m'interrompez. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que, à savoir, c'est qu'en fait, un grand-parent, la relation. J'entends quelqu'un. Béatrice, vous souhaitez intervenir? Oui, j'ai voulu déconnecter, j'ai déconnecté la liaison en fait. Donc moi j'ai 65 ans, je ne sais pas si... En fait, je suis infirmière puéricultrice et j'ai été directrice de crèche pendant de nombreuses années. Donc ma fille me dit, mais pourquoi tu t'es inscrite à ça? Mais parce que c'est toujours, c'est toujours bon d'avoir des... Enfin, je trouve que c'est intéressant de communiquer avec les autres, déjà d'une part, et puis je ne sais pas tout et je ne serai jamais tout. Donc mes petits-enfants, j'en ai 2, ils vont avoir 4 ans et 7 ans, et je les garde très, très, très souvent, puisque ma fille habite de l'autre côté de mon mur, en fait. Ah, donc, super. Voilà, donc là, ce matin, tu peux accompagner, il n'y a personne pour la médiathèque. Bon, là, Donc, en fait, je ne sais pas si ça peut être intéressant, mais moi, je me limite quand même à des activités très créatives ou de jardinage avec eux. Voilà. La lecture, je fais les devoirs aussi de temps en temps. Enfin, c'est très variable. Mais bon, voilà, j'étais directrice de crèche, donc effectivement, j'ai des outils, sachant que j'étais plus au bureau que dans les sections, mais j'allais beaucoup dans les sections parce que c'était ma ressource, voilà. Écoutez, Béatrice, c'est parfait parce que du coup, vous allez appuyer ce que je vais dire pendant la conférence, parce qu'effectivement, on va parler de la médiathèque, on va parler de la lecture, on va parler des jeux d'activité, et donc vous pourrez nous donner des idées complémentaires. C'est super. Merci beaucoup. Alors, on a F. Caillé, donc je ne sais pas si c'est homme ou femme. Bonjour, j'ai 67 ans, j'ai 3 petits-enfants. 2 garçons de 2 ans et un garçon de 5 ans. 2 garçons, un de 2 ans et un de 5 ans. Nous avons des très jeunes retraités aujourd'hui, voilà, des personnes qui ont plein de petits-enfants, donc plein de choses à faire. Voilà, je suis sûre que il y a des choses dans la conférence, vous allez voir. J'ai 69 ans, 4 petits-enfants, 6 ans et demi, 6 ans, 4 ans, 3 ans. Je garde très souvent mes petits-enfants, mais j'ai la chance d'habiter à Paris où des activités sont proposées. Super. Vous voyez, vous êtes un peu tous dans la même configuration, jeunes retraités, tous moins de 70 ans, avec des tout petits. Voilà, et vous les gardez beaucoup. Donc, c'est très bien. On va donc parler de tout ça. Et j'espère que je vais quand même vous apprendre certaines choses, vous donner envie de moduler un petit peu, de faire des choix différents et de découvrir des nouvelles activités. En tout cas, je pense que vous ne me vous n'allez pas me contredire quand je vous dis que la relation avec la relation grands-parents et petits-enfants apporte une dimension vraiment affective toute particulière. En fait, déjà, le grand-parent a plus de temps et son temps est différent parce que le parent, il doit être très organisé entre les devoirs, accompagner les enfants à l'école, le repas, son travail à lui et puis tout ce qu'il faut faire dans la maison. Alors que le grand-parent, il va dédier son temps à l'enfant ou au petit-enfant qu'il va garder puisque justement, il est là pour tout ce qui est temps libre. Donc, la relation est très différente. Donc, un grand-parent va avoir plus de temps, un temps
peut-être plus qualitatif aussi. Et puis, il est porteur d'une mémoire, il est vecteur d'une transmission. Donc, c'est ce que vous allez faire, en fait, quand vous allez garder vos petits-enfants. Vous allez aussi, et c'est ça qui est fabuleux, leur raconter comment vous étiez quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, quand vous étiez jeune marié. Vous êtes vraiment porteur de cette mémoire et vous allez la transmettre, que vous le vouliez ou pas d'ailleurs, parce que souvent, on ne s'en rend pas compte, hein, mais on dit, ah, bah, tu vois, moi, on faisait ça dans ma famille, où je mangeais ci, où je travaillais comme ça. Voilà, donc c'est des moments partagés avec les petits-enfants qui contribuent à la construction de liens forts et ça va s'inscrire dans l'histoire familiale. Après, bah, à chacun, selon ses possibilités, évidemment, il ne s'agit pas de faire de la surenchère d'activités, mais il s'agit de passer du bon temps avec les petits-enfants. Donc, vous allez faire ce que vous pouvez, du mieux que vous le pouvez, et ça va être un temps de qualité. Et ce temps-là, eh bien, c'est bien plus important que de passer du temps lui-même. Hein. C'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est comme dans tout, hein, d'ailleurs. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Alors, quelques remarques générales, évidemment. Bon, là, j'ai quelqu'un qui habite Paris, mais peu importe, hein, quel que soit l'endroit où vous vivez, quelle que soit la saison, en fait, on va privilégier des activités selon la saison et puis selon l'endroit où on vit ou selon l'endroit où vous allez recevoir vos petits-enfants. Et puis, finalement, de nombreuses activités peuvent s'adapter au nombre d'enfants que vous avez et à leur âge également. Hein. On ne fait pas les mêmes activités selon les âges. Alors, je crois que j'avais tout à l'heure quelqu'un qui avait des petits-enfants d'âge quand même assez varié. Voilà, il y en a un de 3 ans et un de 9 ans et demi. Alors, forcément, ils ne vont pas avoir les mêmes intérêts et pas les mêmes besoins. Mais ce n'est pas grave, on va essayer de trouver des activités qui vont s'adapter. Et puis, bien souvent, bah, le grand, il s'adapte au plus petit. Hein, c'est important. Il faut faire très attention aux petits. Alors, bien évidemment, on les tire vers le haut, mais parfois, en fait, ça leur demande tellement d'énergie et tellement de concentration que ça peut générer des crises de pleurs, des crises de fatigue. Donc, soyez vigilants si vous trouvez que le petit pleure beaucoup. Eh bien, c'est peut-être que c'est au-delà de ses forces. Alors, je vous dis ça par expérience. Hein. Moi, j'ai 4 enfants et mon troisième, bah, il pleurait beaucoup. Et puis, on ne comprenait pas pourquoi, parce que c'était un très dynamique, un petit très dynamique. Et en fait, eh ben, on s'est rendu compte qu'il essayait, il surenchérissait en fait, et il essayait d'arriver au même niveau que ses grandes sœurs. Et en fait, bah, il était crevé, quoi. Il était tout le temps fatigué. Donc voilà, il faut bien faire attention aux conditions des enfants, à leur âge, mais aussi à la vôtre. Il ne s'agit pas de multiplier des activités qui vont vous fatiguer, qui vont vous rendre mal hein, en fin de journée, avoir mal au dos, mal aux hanches, mal aux genoux. Il faut faire attention à votre implication dans l'activité et choisir en fonction de votre condition physique une activité qui va s'adapter, d'accord? Donc, peut-être que sur certaines choses, il va falloir déléguer ou prendre quelqu'un qui va surveiller les enfants pendant que vous faites autre chose, d'accord? Donc, on peut organiser des activités pour lesquelles on participe et puis on peut organiser des activités pour lesquelles on va déléguer. Alors, n'oubliez pas, hein, selon l'endroit où vous êtes, la ville, la campagne, la montagne, la mer, eh bien, on va d'abord, en premier lieu, tirer le meilleur parti de l'environnement immédiat, de là où vous êtes. Et puis, eh bien, alors on va le voir, il est possible de multiplier des activités sans trop percer son bas de laine, hein, sans faire trop de dépenses. Et évidemment, alors plus on a des capacités financières larges et faciles, et plus on peut faire des activités un peu coûteuses. Mais là, on ne va pas s'attacher à ça. Enfin, j'aurai juste une diaporama pour donner quelques idées, mais on va surtout s'attacher à des activités sans trop dépenser. Et puis, si jamais, alors là, apparemment, vous gardez pas mal vos petits-enfants, mais si jamais dans l'assemblée, on a une personne ou deux qui avait des petits-enfants qui vivent loin de vous, sachez qu'on peut quand même organiser des activités avec le téléphone, l'ordinateur. Vous êtes connecté aujourd'hui en visio, eh bien, vous pouvez vous connecter en visio avec vos petits-enfants. On va le voir aussi. Et dans ces cas-là, eh bien, ça permet d'effacer un petit peu les kilomètres qui vous séparent de vos petits-enfants.
Alors, je regarde si j'ai des commentaires complémentaires, mais pas encore. Alors, on va commencer par les sorties culturelles, parce que c'est souvent que les grands-parents vont organiser des sorties culturelles, justement parce que les parents n'ont pas beaucoup de temps de le faire. Alors, une sortie culturelle, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être un cinéma, un musée, un théâtre, des spectacles de musique, des spectacles de cirque. Ces derniers plaisent particulièrement aux jeunes enfants. Mais la difficulté, eh ben, c'est d'accorder les goûts de tout le monde. Parce que forcément, eh bien, entre les petits-enfants de 4 ans et de 9 ans et demi, les goûts vont être différents. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut organiser un vote ou alors vous assumez un choix en expliquant les raisons. Voilà, j'ai choisi que finalement, on allait au cirque, même si celui de 15 ans n'est pas intéressé. J'ai choisi d'aller au cirque parce que on a cette programmation actuellement dans la ville. C'est pas souvent, ils viennent qu'une fois par an et vous avez décidé de faire tourner le petit commerce et du coup, vous avez décidé d'amener vos petits-enfants au cirque. Donc, si en fait, il y a des goûts différents ou des envies différentes, il faut expliquer vos choix. Voilà. Et puis, on peut essayer aussi d'attirer les enfants vers des centres d'intérêt qui vous concernent. Voilà, vous aimez les spectacles de musique, eh bien, vous avez envie peut-être d'éduquer vos petits-enfants à la musique classique ou à la musique de chambre. Donc, c'est aussi une façon de transmettre vos passions, de transmettre votre savoir. Voilà, j'avais eu une personne dans une des conférences qui avait été musicienne. Et donc, pour elle, c'était très important de transmettre ce goût de la musique, hein, cette passion. Et puis, il est toujours bon de préparer la sortie, d'expliquer ce qu'on va voir, de relier ce spectacle à d'autres qu'on a déjà vus. Si vous aimez aller au théâtre, on peut très bien dire, bah voilà, on a vu Le Bourgeois Gentilhomme, on va aller voir l'Avare, parce que c'est dans les mêmes, voilà, c'est dans les mêmes cordes. Donc, c'est bien d'expliquer en amont pour susciter l'intérêt des jeunes, pour qu'ils essayent pendant le spectacle ou pendant la sortie, eh bien, d'avoir des petits flashs par rapport à ce que vous avez dit au préalable. Voilà, donc vous avez proposé, vous avez voté, vous avez organisé, préparé. On peut s'informer aussi sur Internet, donc préparer la sortie en regardant un petit peu sur Internet. Et en fait, il s'agit d'éveiller la curiosité et d'inviter à la critique. Il ne faut pas juste qu'ils subissent la sortie, il faut qu'ils s'y intéressent. Donc, peut-être qu'à l'issue de la représentation, à l'issue du spectacle, eh bien, on va parler de ce qu'on a vu, on va leur poser des questions. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Pourquoi tu n'as pas aimé? Pourquoi tu as aimé? Et puis, on peut lire des critiques de presse pour confronter nos points de vue, voir si on est d'accord. On va voir un film. C'est très facile d'aller chercher la critique de ce film. Alors, une critique, j'entends une critique constructive, hein, et de dire si on est aussi d'accord ou pas avec la critique. Puis une fois à la maison, eh bien, on peut aussi continuer à exploiter la sortie, la faire durer, inventer une suite, une autre fin. On peut inventer la suite d'une chanson, dessiner sa propre affiche de spectacle. Ça va leur permettre d'être concentrés pendant un petit bout de temps. Alors, quand je fais des pauses comme ça, c'est parce que je dois avancer ma diaporama. C'est pas parce que le micro ne marche plus. Bon. On peut aussi préparer un programme surprise. Par exemple, concernant les musées, vous pouvez organiser un programme surprise en laissant à chacun la liberté de la découverte. Ou bien vous pouvez définir un thème en fonction des intérêts de vos petits-enfants, ou bien même de leur programme scolaire. Ça peut être les Romains, ça peut être le Moyen-Âge. Et quand vous rentrez à la maison ou au moment de la préparation, eh bien, on peut se déguiser selon le thème que vous avez choisi. Et puis, les ressources en ligne des musées proposent également des dossiers pédagogiques. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, vous pouvez faire des parcours de sortie en famille et ces parcours-là, eh bien, vous aideront aussi à préparer la sortie. Alors, il y a de nombreuses sorties dans les châteaux et dans les musées qui sont gratuites le premier dimanche du mois. Il y a aussi des ateliers découvertes pour les petits-enfants et souvent, ces ateliers sont gratuits. C'est justement des ateliers pour découvrir. Donc, ils sont souvent gratuits. Regardez sur Internet et profitez-en pour vous inscrire à ce moment-là.
Quand on habite Paris ou quand on habite une grande ville, on peut aussi découvrir ou redécouvrir sa ville en utilisant les services d'un guide conférencier. C'est super intéressant parce que en fait, les offres de visite, d'abord, elles sont très nombreuses et elles peuvent être conçues comme des jeux de pistes. D'autres mêlent le théâtre, des histoires qui sont arrivées dans telle rue, dans tel immeuble, des histoires contées afin d'éveiller la curiosité des plus jeunes. Il y a des guides conférenciers qui sont spécialistes des petits et des jeunes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est hyper adapté. Alors, pour obtenir ces contacts ou les programmes de visite, le mieux, c'est les offices de tourisme de votre ville. Et puis sinon, sur le net, vous pouvez aussi faire vos recherches sur le net. Moi, je l'ai déjà fait avec mes enfants et franchement, c'est intéressant parce que même nous, on a l'habitude en fait d'aller toujours au même endroit, d'aller toujours dans les mêmes quartiers et de connaître toujours les mêmes histoires. Et en fait, un guide conférencier va vous apporter un renouveau, un souffle dans l'histoire de votre ville. C'est très appréciable, c'est vraiment, quand on aime la culture, c'est vraiment très, très agréable. Les jeux de société, oui, on peut aussi avoir une journée de pluie, d'orage ou de fatigue et se dire aujourd'hui, on va rester à la maison. Ce qu'on peut faire quand on garde les enfants pendant plusieurs jours d'affilée, c'est de faire un jour sorti, un jour maison. Un jour sorti, un jour maison. Ça, c'est quand on a déjà un bon rythme, où on peut très bien faire une sortie par semaine et le reste du temps à la maison ou très proche. Et du coup, ça vous permet aussi de souffler un petit peu. Il faut ménager sa monture. Alors, les jeux de société, il y a déjà énormément de jeux de société. Il en sort tous les ans. Et puis, ils ont de très nombreux bienfaits. Ils développent la capacité d'attention. Donc, on va rester concentré sur le jeu pendant un certain temps. Donc, ça leur apprend, ça leur enseigne à cette concentration. Ça permet de travailler la mémoire. Et là, je parle pour tout le monde. On a tous besoin de travailler sa mémoire. Et quand on est à la retraite, alors là, vous êtes jeunes, messieurs, dames, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de travailler en permanence dès qu'on est à la retraite. C'est très important. Et ça travaille l'esprit logique et même la motricité fine, puisque on va devoir manipuler des petits pions, des cartes, des dés. Et vous allez voir que pour les petits, ce n'est pas forcément très simple. Et même pour nous, quand on prend de l'âge, on a de l'arthrose dans les doigts, donc il faut absolument bouger ses doigts et avec les pions et tout ça, ça permet de travailler ces articulations. Et puis, alors très important, vous avez dû le noter, on apprend à attendre son tour et à perdre. Et alors, perdre, c'est difficile, c'est très difficile et c'est grâce aux jeux de société en famille qu'on apprend à perdre, on attend à être patient, on attend à attendre son tour et c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place parce que vous allez voir, les petits sont très impatients et comme ils ont l'habitude d'être un peu les rois de la famille, perdre, c'est quelque chose de très difficile. Et puis, les jeux de société, il y en a vraiment suffisamment pour s'adapter à tous les âges. On peut commencer par les petits chevaux, évoluer vers les dames, puis faire un jeu de cette famille, passer plus compliqué sur le jeu d'échecs. Voilà. Et donc, pour varier les plaisirs, vous pouvez aussi ressortir vos vieux jeux, vos anciens jeux du grenier. Pensez également, donc il y avait, je crois que c'est Béatrice qui nous parlait de la médiathèque. Il y a des ludothèques qui prêtent aussi des jeux très variés. Si vous faites des brocantes ou des vides-greniers, on peut aussi en acheter pour pas bien cher. Alors faites très attention quand vous les achetez en brocante à vérifier qu'ils soient complets. Comme vous les achetez pour pas grand-chose, vous mettez de côté, vous demandez s'ils sont complets. Si vous disent oui, on a vérifié, on en est sûr, très bien. Mais si vous sentez qu'il y a une petite hésitation, moi, je vous invite quand même à vérifier parce que acheter un jeu de société qui est incomplet, c'est particulièrement frustrant parce que du coup, on ne peut pas y jouer. Et puis, vous pouvez lancer un concours avec des voisins, avec des amis de tout âge, puisque justement, ce qui est intéressant dans les jeux de société, c'est qu'on peut y jouer à tout âge. Et bien souvent, les adultes se retrouvent dans leur peau d'enfant quand ils se retrouvent derrière un jeu de société.
Pour les plus grands, il y a des jeux comme Donjons et Dragons qui peuvent être proposés. Ils ont été un peu oubliés ces dernières années, mais vraiment leur univers sont à même de susciter l'intérêt et leurs vertus sont très nombreuses. Donc, ce sont des jeux de rôle. Je vous ai mis le lien là juste à côté, juste en dessous. Chloé, je ne sais pas si vous pouvez mettre le lien dans le fil de la conversation, comme ça les gens peuvent le coller, le copier et le coller sur un fichier texte un peu plus loin. Et ça va me permettre de prendre un petit peu d'eau. Voilà. Alors, donc, autre activité, ben là, donc on a passé une journée à l'intérieur, on va passer une journée dehors, en pleine nature. On va profiter du bon air et des multiples distractions que nous permettent la mer, la campagne, la montagne. Donc là, ben, c'est si, évidemment, hein, que je parle sortie nature, pleine nature. On verra après la sortie nature en ville. Mais là, on est en pleine nature. Alors, ça peut être dans votre cadre habituel, hein, soit chez vous, soit dans votre résidence secondaire, si vous avez la chance d'avoir une petite maison ou un appartement à la campagne. Ça peut être aussi à l'occasion d'une découverte, d'une location de vacances. Alors, on peut partir en promenade. La promenade, c'est un moyen simple et accessible de découvrir la nature en toute saison. Il suffit juste de s'habiller en fonction de la saison. Hein. Ce n'est pas parce qu'il fait froid qu'on ne peut pas sortir découvrir la nature. Au contraire, en fait, on va découvrir d'autres choses et d'autres types de sensations. Voilà, apprenez, enseignez à vos petits-enfants à reconnaître les arbres, les feuilles, les fleurs, les oiseaux, les chants des oiseaux. Il existe des applications sur votre smartphone que vous pouvez télécharger qui va détecter l'animal, l'arbre, la feuille. Alors, je pensais vous l'avoir noté et puis apparemment j'ai oublié. Je vais vous en donner une que j'aime bien. Ça s'appelle tout simplement Faune et Flore. Faune et Flore. Donc, en fait, vous scannez comme une photo hein, la feuille, l'arbre, la fleur, et l'application va vous dire quel est le nom de la fleur. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est de ramasser des feuilles, les ramasser, non pas les cueillir, ramasser des fleurs ou de prendre une photo de la fleur pour que plus tard, l'enfant puisse faire un herbier ou aille justement sur cette application pour découvrir un petit peu tout ce que vous avez vu pendant la promenade. Alors, il y en a une autre qui s'appelle, alors c'est une sortie nature, mais pas pour la découverte des arbres, ça s'appelle Les Étoiles. Et donc, le soir, à la nuit tombée, eh bien, vous pouvez, alors il en existe plein d'autres, hein, là c'est juste des noms de très, très simples. Alors, il y a Stellarium, il y a SkyMap, mais en allant juste sur votre application, votre Play Store ou si vous avez un Mac, je ne sais pas comment ça s'appelle sur les Mac, mais vous allez sur la recherche des applications et vous allez trouver vraiment plein d'applications, faune, flore, les étoiles, des cartes rando pour préparer vos sorties, de façon à ce que ce soit justement l'occasion d'aller découvrir ce qu'on a préparé ou de redécouvrir ce qu'on a vu. Vous pouvez raconter des histoires passionnantes d'insectes si vous en connaissez. Souvent, il y a des personnes qui se sont familiarisées avec des fourmis, des abeilles, des lapins, donc des petits animaux à découvrir. Et puis, vous pouvez ajouter un soupçon d'aventure. Vous pouvez partir avec un topo guide, une boussole. Et puis, dans ces cas-là, eh bien, vous montrez à vos petits-enfants comment on se repère sur une carte et avec sa boussole. Donc, c'est un petit côté aventurier qu'ils vont vraiment apprécier. Les jumelles sont indispensables quand on part en sortie nature pour observer la faune et la flore. Mais si vous emmenez plusieurs enfants, plusieurs de vos petits-enfants, eh bien, pour éviter les disputes, prévoyez peut-être une paire de jumelles par enfant, ou au moins deux, parce que sinon, vous allez voir, ils vont s'arracher la paire de jumelles ou la boussole. Donc, essayez de prévoir deux types de jumelles et deux boussoles. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir une besace qui sera donc la boîte à trésors où on peut recueillir des petits cailloux, des feuilles, des curiosités trouvées sur le chemin. Mais faites attention, expliquez-leur bien qu'on a le droit de ramasser si c'est autorisé
et on n'a pas le droit de prélever la nature, on n'a pas le droit de prélever et de détruire. Donc, on n'arrache pas des écorces d'arbres, on ne cueille pas des fleurs, on n'enlève pas les racines. Ce qui serait bien, c'est si vous avez prévu de faire des petits bouquets, ben, emmenez un sécateur de façon à faire un joli bouquet sans arracher les tiges ou sans arracher les fleurs. On peut profiter de cette occasion pour faire un pique-nique. Donc, on peut avoir préparé un pique-nique en amont à déguster au pied d'un arbre, d'une cascade, d'un torrent, d'un lac. Voilà, et du coup, les enfants peuvent poser les pieds, mettre les pieds dans l'eau. C'est toujours très agréable. Alors, justement, en parlant de pieds dans l'eau, eh bien, parlons un petit peu de la plage. Si vous avez cette chance d'avoir une location ou un appartement, une maison près de la plage, voilà, on peut très bien organiser une sortie nature à ramasser, à chercher, à identifier les coquillages, les algues, des petits crabes. Donc, on va organiser un seau rempli d'eau de mer, bien évidemment, pour mettre les crevettes, observer les petits poissons dans les trous d'eau. Et puis, bien évidemment, vous relâchez toute cette population si vous les avez mis dans un seau pour les observer. Essayez de bien faire comprendre aux enfants que ce sont des petits êtres vivants, hein, et donc il ne faut pas leur arracher les pattes aux petites crevettes ou aux crabes, ne pas les faire souffrir. C'est important de leur faire prendre conscience dès leur plus jeune âge. Et puis, on peut aussi amener les enfants à la pêche à la ligne ou pêche à pied. Ça peut être le partage d'une passion, de secrets. Ça peut être l'occasion justement de se retrouver pour partager des secrets, des petits trucs que vous allez leur transmettre. On peut... cet apprentissage va permettre d'accroître la concentration chez l'enfant parce qu'il va se poser pour observer, vous poser des questions. Voilà, donc en fait, il va rester concentré sur le sujet de la pêche ou du ramassage pendant quelques temps et ça va petit à petit l'aider justement à rester concentré. Puis alors, à l'ère de notre temps aujourd'hui, ils sont tellement omnibulés par tout ce qui est informatique. Voilà, ça va leur permettre de sortir un petit peu de leurs écrans. Et puis, ils vont peut-être aussi vous poser des questions qui vont vous obliger à donner des réponses éducatives comme la protection de l'environnement. En plus, les enfants aujourd'hui sont de plus en plus sensibles. Vous allez leur parler du no-kill. Donc, no-kill, c'est de relâcher les prises sans les avoir abîmées. Mais bien évidemment, si vous partez à la pêche pour pouvoir manger le petit poisson le soir même, bah, voilà, vous expliquez aussi à votre enfant, aux petits-enfants que c'est dans la nature des choses que de manger ce qu'on a tué. Mais tant qu'on reste dans cet univers de je prélève à la nature pour ensuite le manger sans le laisser sur le bord du chemin, eh bien, tout va bien. D'accord ? Donc, on explique ça aussi aux enfants. J'ai une petite histoire à vous raconter du côté de mon mari. Donc, mon mari est danois, du côté au Danemark. Il y a des écoles forêt. Donc, ce sont des écoles qui se passent dans la forêt. Et en fait, les enseignants expliquent aux enfants qu'on ne tue pas un animal comme ça, juste pour le plaisir. Si on tue un animal, c'est pour se nourrir. Donc, il est interdit d'écraser une araignée, par exemple, parce que, en fait, si on ne mange pas l'araignée, eh bien, on n'a pas besoin de la tuer. Parce que l'araignée va servir à un autre animal pour se nourrir. Donc, voilà, on peut expliquer cette petite technique. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant pour mes enfants, de leur expliquer que on ne tue pas juste pour le plaisir de tuer, parce que les enfants sont curieux et ne font pas toujours la relation de cause à effet. Faites bien attention à ne pas surestimer ni vos forces ni celles des enfants, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, le fait de préparer la promenade en amont va vous permettre de vérifier si c'est une promenade d'une heure, d'une demi-heure, de 2 heures. Et puis, on peut aller en progressant. Donc, vous pouvez utiliser des topo-guides pour faire des itinéraires et vérifier
si c'est adapté aux petits-enfants, si c'est adapté à vos soucis de santé, si vous en avez. Il faut bien prévoir l'équipement. Alors là aussi, les petits-enfants peuvent participer à l'organisation, aller chercher des bonnes chaussures, le vêtement adapté, le coupe-vent en cas de pluie, la casquette, la crème solaire, une petite gourde d'eau, un encas, un pique-nique. Et puis, chaque enfant peut porter son petit sac. Voilà, un sac qui lui correspond, donc à sa taille, où il va prendre sa petite gourde, un petit encas, et puis son caouet, par exemple. Voilà, donc on essaye de raisonner les enfants pour leur montrer qu'en fait, ce n'est pas toujours les adultes qui portent les choses, parce que sinon, ils ont tendance toujours à nous faire porter leur gros sac. Je vous ai mis aussi des sites de randonnée pour les petits et grands. Chloé, si c'est possible de copier-coller. Donc, il y en a deux. Il y a la Fédération française de randonnée pédestre qui est super bien fait. Et puis, Randonnée pour petits et grands, qui est un très beau site aussi. Donc, je vous invite à aller les consulter, ces deux sites. Ils sont vraiment très intéressants. Et puis, ça donne de bonnes idées. Chloé, est-ce que je peux tourner la page ? Ou il faut que j'attende? Oui? Ok, super. Alors, on n'a pas toujours la chance d'habiter à la campagne, à la montagne, à la mer. On peut être en ville. Et pour autant, eh bien, la nature est là, hein, et heureusement, la nature est là dans les parcs, sur les berges d'un fleuve. Et d'une manière générale, de nombreuses activités de découverte de la faune et la flore sont proposées par les services municipaux qui le mettent en avant. Et en plus, c'est très souvent gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire en famille et d'aller vous renseigner auprès de votre ville, du conseil départemental, du conseil général. Là aussi, je vous ai mis quelques exemples essentiellement pour Paris. Donc, il y a Île-de-France Nature et, excusez-moi, et puis aussi, je vous ai mis un site pour Lyon. Après, charge à vous d'aller regarder un petit peu sur Internet dans votre région. Chloé, donc si vous pouvez copier-coller les deux autres, Île-de-France Nature et puis celle de Lyon, ça serait chouette. Voilà. Et puis j'insiste, vous allez me dire, mais c'est important que les enfants apprennent à prendre soin de la nature. Voilà, donc les enfants, les jeunes sont de plus en plus mobilisés par les enjeux environnementaux. Donc, il faut favoriser ça, il faut continuer, il faut vraiment les inviter à le faire. Et si ces sujets sont importants pour vous et pour vos petits-enfants, eh bien, vous pouvez participer en famille à des collectes de déchets. Alors, ça peut être des collectes de déchets en ville, des collectes de déchets sur la plage, des collectes de déchets dans la nature, soit de votre propre initiative, soit dans des sorties encadrées par des associations. Et dans ces cas-là, l'association va apporter le matériel. Mais si c'est vous qui l'organisez, pensez à donner des gants et même à prendre des gants de rechange. Vous savez, des gants en texture, les textures fines, en fait, ils vont vite se râper contre le bitume. Et du coup, il faut quand même avoir du change. Prenez des pinces. Voilà, ils peuvent très bien... excusez-moi, ils peuvent très bien ramasser les choses avec des pinces. Il faut des sacs. Prenez des sacs recyclables, des sacs compostables. Ça évitera d'avoir du plastique supplémentaire. Et si vous le faites avec des associations, en général, les dates de ces opérations sont organisées et mises à disposition auprès des mairies, dans la presse, ou même par affichage devant les mairies. Ça peut être inscrit aussi, donc ouvrez l'œil. Et puis, expliquez à vos petits-enfants pourquoi vous vous inscrivez, pourquoi vous les avez inscrits à ce genre d'activité. Et en fait, on passe des moments quand même très sympas et très rigolos. Alors, passons au sport, les activités sportives. Peut-être que vous êtes sportif et que vous souhaitez accompagner vos petits-enfants dans soit leur sport favori, par exemple la natation, le vélo, le tennis, le ski, pourquoi pas, le poney, le foot. Mais attention, si vous participez, si vous investissez dans leur activité,
il n'est pas question d'aller au-delà de vos compétences et de suivre un ado fonceur sur la piste de ski, mais vous allez plutôt mettre votre expérience en avant et du coup, vous insistez sur les règles de sécurité qui peuvent être parfois négligées à la période adolescente. Donc, rappelez aussi l'importance d'un bon équipement et enseigner à vos petits-enfants à bien régler leur matériel, à l'entretenir, monter, baisser la selle de vélo, réparer une crevaison, bien gonfler un pneu. Donc, c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de préparer sa sortie culturelle, préparer son activité sportive, eh bien, ça peut être l'objet d'une journée en amont. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, une journée dehors, une journée à l'intérieur, eh bien, ça peut être la journée de préparation des vélos, des rollers, de la sortie en nature. On peut passer une journée, une demi-journée à préparer tout ça avant de sortir le lendemain. Il est vraiment facile d'intégrer tous les petits-enfants sur les activités sportives, quel que soit leur âge, dans une activité fédératrice. Alors, sportive, ça peut être ce qu'on disait tout à l'heure, la randonnée peut être un peu sportive selon l'âge des enfants. Le vélo également. Et puis, on peut aussi faire des activités un peu moins toniques, mais tout aussi rigolotes, comme la pétanque, ou bien un jeu de ballon qui va être encadré sur un temps plus court si vous avez vous-même, si vous souffrez d'une santé un petit peu plus fragile ou si vous avez des enfants plus petits, on peut faire une pétanque pour les grands et pour les petits. Donc, les petits vont avoir des boules de pétanque en plastique et les grands vont avoir des vraies boules de pétanque et vous organisez un tournoi. On peut faire ça dans le jardin, on peut faire ça dans la plage, dans les parcs. Et puis, si courir après le ballon vous fatigue, eh bien, dans ce cas-là, pourquoi pas jouer le rôle de l'arbitre? C'est un rôle indispensable, même s'il est un peu critiqué, c'est un rôle indispensable que vous pouvez tout à fait faire assis sur une chaise pliante. Et au moins, vous participez de façon active à l'activité. Vous pouvez mettre en place aussi, ça moi j'aime bien ce genre de choses, vous pouvez mettre en place une petite routine de gymnastique quotidienne. De moi-même, j'y aurais pas pensé, mais mes enfants ont été chez les scouts et tous les matins, eh bien, c'est 5 minutes de gymnastique pour réveiller le corps et se donner un peu d'énergie. Eh bien, vous pouvez aussi décider de faire ça. Ça sera le petit matin rigolo avec papy, mamie. Et je vous ai mis un lien aussi pour la motricité, pour l'échauffement. Vous pouvez en trouver plein sur YouTube. Donc, je vous invite à le faire. C'est vraiment 5 minutes avant le petit déjeuner, dès qu'on se lève, et ça va leur donner de la tonicité. Bon, vous allez me dire, les enfants aujourd'hui, ils sont particulièrement toniques, donc c'est peut-être pas ce que vous souhaitez, mais ça donne le petit côté réveil matin rigolo. Chloé, je vous laisse mettre le lien sur le côté. Et puis, vous êtes peut-être un passionné de yoga. C'est très tendance. Donc, vous êtes peut-être mis au yoga régulièrement pour vous. Eh bien, les enfants sont aussi assez fervents de yoga. Et puis, il existe des petits bouquins où, en fait, chaque figure a un nom d'animal. Et du coup, c'est très, très relaxant pour les enfants, c'est très amusant, c'est vraiment c'est ludique. Donc, pourquoi pas partager cette passion avec vos petits-enfants. Et là, pour le coup, vraiment, quel que soit l'âge de l'enfant, il faut juste faire attention à ce qu'il ne fasse pas de gestes brusques. Vous voyez, la petite, là, elle est vraiment la deuxième en rose, elle est vraiment trop mignonne. On n'a pas besoin d'avoir une position parfaite. On fait ce qu'on peut en yoga en fonction du corps qu'on a. Donc, soit on est très souple, soit on n'est pas du tout souple. Ce n'est pas important, c'est l'intention qui est importante. Donc, si votre petit de 3 ans, il fait des gestes un petit peu différents, eh bien, ce n'est pas grave. L'important, c'est de bouger et de bouger à tout âge. La maison bleue, parcours et motricité. Merci, Chloé. Autre activité qu'on peut faire avec les enfants, eh bien, ce sont les activités manuelles et même le bricolage.
Béatrice nous en parlait tout à l'heure. Je crois que c'est Béatrice qui nous disait ça, qu'elle faisait des activités, beaucoup d'activités manuelles avec les petits-enfants. C'est vraiment super parce que, en fait, ils se passionnent pour tout, les petits. Alors, c'est des petites séquences. Plus ils sont jeunes et plus c'est court. Mais en fait, petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'ils vont passer de plus en plus de temps à découvrir l'activité. Ça peut être la couture, le tricot, le bricolage, le jardinage. En fait, l'important, c'est de leur transmettre votre passion, de partager ce moment avec eux. Vous pouvez tout aussi bien réaliser une confiture que d'aller à la pêche. Vous pouvez leur faire construire un album photo. Vous pouvez monter des ateliers de chansons de votre époque. Et en fait, ils vont observer vos gestes répétitifs, parce que vous pouvez faire ça tous les jours, chaque jour de la semaine, ou à chaque fois qu'ils viennent en vacances, on va dire, on va faire notre confiture préférée qu'on fait, notre confiture de fraises préférée qu'on fait à toutes les vacances avec mamie, et on va aller à la pêche à chaque fois qu'on va en vacances avec papy. En tout cas, l'observation de vos gestes va susciter un intérêt pour votre enfant, et il va demander à l'essayer, petit à petit, il va demander à l'essayer. Et du coup, il faudra faire attention à ce qu'il manipule des outils adaptés à son âge. Par exemple, pour la confiture, comme on a des pots à confiture ébouillantés, il faut faire attention à ce que lui ne manipule pas cette partie-là. S'il fait du bricolage avec papy, il aura un tout petit marteau. Voilà, donc tout ça, c'est adapté, évidemment. Mais en fait, le souvenir que l'enfant va garder de sa tendre enfance avec vous, c'est un vrai trésor à cultiver. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez un tricot à faire, si vous avez de la couture à faire, eh bien, c'est pas parce que vos petits-enfants arrivent que vous allez devoir ranger tout ça et attendre qu'ils repartent. Au contraire, en fait, vous allez leur montrer, vous allez l'aider à développer une pensée, le tricot, la couture. Comme ça se fait en plusieurs étapes jusqu'à la production d'un résultat final, et ça va justement leur permettre de développer une pensée logique et graduelle. En plus, elle développe un sentiment de satisfaction parce que le produit final, il va être réalisé par les mains de votre enfant, de votre petit enfant. Voilà, donc vraiment ça, on peut commencer ce genre d'activité à un très jeune âge en utilisant de la feutrine, des ciseaux à bourron, des aiguilles adaptées. Et puis, on a aussi aujourd'hui dans le commerce des kits tout faits qui sont en vente. Ils sont super bien faits parce que, il y a tout en fait. Tout est là pour. C'est des petits jouets. En fait, c'est des jouets outils. Vraiment quasiment comme dans la réalité. Et ça permet vraiment d'adapter et de montrer les premiers pas pour la couture, le tricot, des choses comme ça. Après, vous avez peut-être, vous, de votre côté, des chutes de laine, des chutes de tissu, quelques paillettes pour confectionner un petit vêtement avec votre petite fille ou votre petit-fils aussi. Il ne faut pas sectoriser. Les garçons adorent la couture. Et les filles adorent aller à la pêche. Donc, il faut s'ouvrir aussi à ce genre de choses parce que, il faut voir derrière l'activité ce que ça développe comme intérêt et comme pensée et comme dextérité. Voilà, on peut très bien fabriquer un petit vêtement pour la poupée, l'ours préféré. On peut se faire un sac pour le goûter, une trousse de toilette. Donc, en fonction de l'âge et de l'intérêt de l'enfant, vous allez proposer des petites choses adaptées à eux. Les plus grands, si vous avez une machine à coudre, pourront se lancer dans la personnalisation de leurs vêtements. Ils pourront même, avec votre aide, confectionner un vêtement simple ou bien aller dans le plus compliqué avec un patron. Et voilà, et petit à petit, se perfectionner à chaque fois qu'ils viendront vous voir. Alors, pour les tout petits, il y a le tricotin qui est la première étape avant de commencer le tricot. On peut le démarrer vers 7 ans, ça, y a pas de, voilà, c'est pas mal, avec de grosses aiguilles et une laine épaisse. Comme ça, en fait, le tricotin évolue très, très vite. Et comme l'activité demande de la précision, elle va améliorer la concentration et la coordination des petits.
Voilà, il existe de nombreux blogs sur Internet, donc si vous avez besoin d'idées, de conseils, n'hésitez pas. Je vous ai mis aussi trois sites. Si Chloé veut bien nous les mettre sur le côté, comme ça vous pouvez les copier également. Alors, le bricolage, donc les enfants sont en général très intéressés par les gestes techniques et les outils et les objets qu'on a à fabriquer sont très nombreux. Donc, soit vous avez quelque chose à faire dans la maison, accrocher un cadre, monter une étagère, peindre un mur, construire un nichoir pour les oiseaux du jardin, soit vous avez décidé de fabriquer quelque chose de spécifique. Ça peut être, je ne sais pas, une trousse, une petite boîte en bois pour mettre vos différentes affaires. En fait, à chaque âge, son bricolage. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a aussi des outils miniatures qui sont très bien adaptés aux petites mains, à la préhension des mains, et ce sont des vrais outils. C'est vraiment entre le vrai outil et le jouet. Ce ne sont pas des jouets parce que ce n'est pas du plastique, mais ils peuvent travailler avec, mais ils ne vont pas se blesser. En tous les cas, c'est beaucoup plus adapté qu'un outil que nous, on manipulerait. Et puis associer aussi les plus grands, les ados, à des projets d'envergure, monter un meuble ensemble, réparer une chaise, construire une clôture dans le jardin. On peut aussi monter un petit meuble pour je ne sais pas, faire pour vos pommes de terre, pour garder vos pommes de terre à la cave. Alors, bien évidemment, vous allez faire attention aux règles de sécurité, aux produits que vous allez utiliser, et puis vous allez veiller à transmettre de bonnes habitudes à vos petits-enfants pour que, par la suite, quand ils rentrent chez eux, ces attitudes deviennent des habitudes. Et pourquoi pas le jardinage. C'est peut-être écrit un peu petit. Là, pour la prochaine fois, j'agrandirai. Pourquoi pas le jardinage? Le jardinage, en fait, il va permettre aux plus petits de comprendre le cycle des saisons. Pourquoi on a des courgettes en été et pas en hiver? Pourquoi on mange des tomates en été et pas en hiver? Ça va stimuler leur sens, ça va stimuler leur motricité. Et en fait, ils peuvent faire plein de choses, les petits, quel que soit leur âge. Ils peuvent préparer la terre, ils peuvent la gratter, ils peuvent même observer la nature, ils peuvent se mettre accroupis pour ratisser un petit peu. Ils vont apprendre à reconnaître les plantes, les fruits, les légumes. Ils vont découvrir des nouveaux goûts parce que si on ramasse soi-même des courgettes et des aubergines, eh bien, ensuite, on va leur montrer comment on va les cuisiner et du coup, ils vont être beaucoup plus curieux pour les manger le midi que quand on leur met dans l'assiette la ratatouille que peut-être ils vont bouder. Donc voilà, c'est les aider en fait à comprendre tout le cycle de la nature. Et puis, on peut leur expliquer aussi les écosystèmes, les insectes, l'eau, la récupération d'eau dans des cuves, arroser le jardin avec la récupération d'eau et non pas avec le jet, leur expliquer pourquoi vous faites ça, pour la nature, pour préserver l'écosystème aussi. Eh bien, même dans le jardinage, on a des outils miniatures qui sont accessibles aux mains des petits. Vous pouvez aussi leur dédier un carré de terre où ils feront eux-mêmes leur petite tambouille. Souvent, les petits de 3-4 ans aiment bien faire des potions magiques, donc ils vont gratter la terre, mettre des petits cailloux, mettre des herbes. Voilà, c'est leur carré à eux, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, quand ils vont grandir, ils vont comprendre que eh bien, vous allez avoir besoin de leur aide. Donc, ils vont vous aider à désherber, à semer, à repiquer, à bouturer. Et tout ça, eh bien, vous leur expliquez pour susciter l'intérêt et la joie de cueillir des fleurs et des branchages pour faire de jolis bouquets. Donc, encore une fois, quand on cueille, eh bien, on n'arrache pas la racine et on coupe avec un sécateur. C'est important de leur expliquer. Vous allez le faire de façon très naturelle, mais en fait, l'enfant, de façon très naturelle, il va arracher parce qu'il l'attrape dans ses mains et hop, il y a toute la racine qui part avec. En ville, si vous habitez en ville et que vous avez un balcon ou vous avez peut-être une rambarde, on peut mettre des bacs sur le balcon, on peut mettre une jardinière avec des tomates cerises, des herbes aromatiques et même des fraises.
On n'est même pas obligé d'avoir un balcon, hein. On peut installer des petites jardinières devant la fenêtre pour qu'elles récoltent la lumière et leur faire tous les jours, leur montrer comment on arrose, comment une plante peut évoluer. Voilà, pensez également qu'il y a des jardins partagés. Si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, il y a des jardins partagés. Ils sont de plus en plus nombreux dans les quartiers et dans les copropriétés. Et du coup, il y a besoin de volontaires, mais ça peut vous permettre de le faire de façon beaucoup plus épisodique que directement chez vous. Alors, la lecture et l'écriture, c'est très important parce que dans notre système d'aujourd'hui, eh bien, vous avez remarqué, on est vraiment beaucoup sur ordinateur. Les enfants sont vraiment beaucoup sur écran et donc c'est important de les relier à la lecture. Alors, lire est une activité que certains enfants adorent et que d'autres fuient. Et bien souvent, en fait, les tout petits aiment qu'on leur raconte des histoires, mais en grandissant, ils perdent cette habitude. Donc, c'est bien de la cultiver et de leur proposer de faire une activité lecture. Tant qu'ils ne savent pas lire, eh bien sûr, vous lisez pour eux. On peut aussi demander aux ados, aux grands, de lire pour les petits, mais vous êtes là de façon à participer à la lecture. Comme ça, après la lecture, on peut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut continuer l'histoire, transformer l'histoire, inventer un autre personnage, essayer de créer, d'ajouter à la lecture. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire à la médiathèque municipale. C'est un bon moyen de renouveler le stock de livres sans avoir à en acheter. On peut pousser la porte de cette médiathèque et laisser les enfants fureter dans les bacs à livres, feuilleter, et c'est eux qui décident si ils veulent emprunter ou pas. Et vous allez voir que régulièrement, si vous y allez régulièrement, eh bien, l'attitude va peut-être un petit peu changer. Dans ces médiathèques, il y a des activités qui sont régulièrement organisées et surtout pendant la période de vacances scolaires qui normalement correspond à la période où vous gardez les petits-enfants. Donc, renseignez-vous auprès de l'accueil pour savoir quelles activités y mettre en place. Il y a peut-être aussi des activités de lecture par une personne qui va lire ou raconter une histoire. Et ça, c'est très intéressant parce que ces personnes-là sont habituées et donc ils mettent un petit peu de théâtre. On peut aussi, dans l'activité lecture, passer ensuite à l'activité écriture et donc décider de construire à plusieurs un journal de bord, une histoire, écrire une histoire. On peut avoir un petit cahier de vacances ensemble où vous allez écrire vos sorties, les comptes rendus de vos sorties, pourquoi pas des petites poésies, des histoires, des souvenirs. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pourriez ajouter des photos, ajouter des dessins. Et pourquoi pas, si ce cahier est beau, pourquoi pas le faire en livre imprimé également et même en faire quelques exemplaires. Alors, je vous ai mis là des applications en ligne où vous pouvez, si tout votre récit, si vos comptes rendus sont sur informatique, vous pouvez très bien aller sur Photobox et coller monter un livre, et puis vous pourriez aussi aller sur Reliez-vous pour faire éditer ces livres et ces photos. Une autre activité que je trouve intéressante, c'est l'album photo. Donc, c'est donner plus de place à l'album photo qu'à l'écriture. Alors, ça peut sembler anachronique, en fait, à l'heure où, avec les smartphones et toutes les photos numériques, on a tout ce qu'on veut à disposition. Mais en fait, trier des piles de photos de famille ou de voyage, même parfois des photos très anciennes, les classer et faire des beaux albums, eh bien, ça peut être une activité particulièrement enrichissante pour vos petits-enfants. Déjà, ça va leur donner l'envie de vous demander, mais et là, c'est qui est cette personne? Donc, vous allez raconter des histoires de la famille. Vous allez commencer à parler de la généalogie et pourquoi pas, après avoir fait un album photo ou pourquoi pas après avoir fait un livre, pourquoi pas passer à la généalogie imprimée. Vous allez placer des villes, vous allez placer des pays visités sur une carte et évoquer tous vos souvenirs à vous en tant qu'adulte et de votre famille.
voilà, c'est une activité peut-être à privilégier pendant les vacances d'hiver, quand il fait froid, quand il pleut et qu'on ne peut pas forcément aller faire une activité nature. Et puis la cuisine aussi, c'est une activité qui est particulièrement appréciée par tous. Et comme la cuisine évolue au fur et à mesure du temps, eh bien, vous allez pouvoir leur expliquer qu'est-ce que vous mangiez quand vous étiez enfant, qu'est-ce que votre maman préparait, qu'est-ce que vous aviez l'habitude d'aller manger chez votre grand-mère. On a tous dans notre mémoire le souvenir de ces petits plats qu'on a dégustés dans notre enfance et aujourd'hui, eh ben, c'est vous qui allez transmettre ça. Et dans certaines familles, en fait, on a des plats qui se transmettent de famille en famille, de génération en génération. Et peut-être que eh bien, la charlotte aux fraises, là, que je vous ai mis en photo, c'est la recette de mamie ou de grande-mamie ou de encore plus loin et que vous allez la transmettre à votre petit-fils ou à votre petit-fils et à votre tour maintenant de transmettre ces recettes. Pourquoi pas créer un cahier de recettes avec les photos, ce qui peut aussi constituer un cadeau de Noël original. Vous pouvez le concevoir en collant des textes, des images. L'enfant, le petit, peut découper dans un magazine les différents mots, les différentes photos et faire donc un cahier avec ces découpages-là. Et puis, encore une fois, si vous revenez sur les 3 sites que je vous ai mis tout à l'heure, si vous avez fait un document avec vos recettes et les photos, et vous pouvez tout à fait aller sur les mêmes sites pour le faire imprimer et le faire relier. Et du coup, l'offrir à Noël ou l'offrir à un anniversaire. Et ça peut être les recettes des grands-parents, les recettes des petits-enfants et grands-parents. À vous de laisser libre à votre créativité. Alors, il y a les grands pour lesquels ça peut être compliqué parce que souvent, ils rechignent de faire les activités avec les plus petits. Alors, il y a des activités qui leur plaisent particulièrement, malheureusement, eh bien, ça peut être un peu onéreux. Après, on peut peut-être en faire une fois de temps en temps, justement à l'occasion d'un anniversaire, et ça peut être leur sortie spécifique. Alors, ce qu'ils adorent en ce moment, les grands, c'est des escape games. C'est un jeu d'énigmes qui se vit en équipe. Alors, les joueurs évoluent dans un lieu clos. Donc là, la première photo, c'est une salle d'un escape game. C'est fait exprès que ce soit dans ce style un petit peu bizarre. Et donc, il y a des thèmes différents selon les lieux des escape games. Donc, c'est un lieu clos, il est thématisé. Et en général, l'équipe doit résoudre une énigme, un casse-tête, dans un temps imparti. Normalement, c'est 1 heure pour réussir à s'échapper ou à accomplir une mission. Et en fait, c'est intergénérationnel. En général, ce sont des activités plutôt urbaines. Et voilà, les grands adorent ça, ils en raffolent. Donc, ça peut être l'occasion d'une activité famille. Malheureusement, les petits ne sont pas concernés. En général, c'est plutôt à partir de 10, 12 ou 13 ans parce que en fait, il y a de la réflexion et comme on est dans un temps imparti, eh bien, le petit, ça prend trop de temps de tout lui expliquer. Donc voilà, c'est une activité spécifique pour les grands. Le bowling aussi, voilà, ça peut être l'occasion d'avoir une relation très privilégiée avec un de vos grands. Une relation privilégiée, pourquoi? Parce que vous allez y aller soit en tête-à-tête, soit juste les 2 grands-parents et l'enfant, mais c'est un temps pour lui. Donc encore une fois, moi j'aime bien dédier cette activité à un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire pour montrer que c'est un relationnel spécifique, très, très riche. Après, à tout âge, il y a l'acrobranche, les parcs d'attractions. L'acrobranche peut aussi être un parc d'attractions spécifique, acrobranche, il en existe pas mal. Et du coup, on concilie l'activité tout âge, nature et en même temps très encadré. Voilà, les parcs d'attractions, c'est très sympa pour la journée. Malheureusement, c'est un peu coûteux, donc il faut pouvoir le faire selon son porte-monnaie. Et puis, si vos enfants vivent trop loin, eh bien, vous faites exactement ce que vous faites avec moi aujourd'hui. Vous utilisez des outils de visioconférence, des outils gratuits. Il en existe beaucoup. Il y a Skype, il y a WhatsApp, Signal, Zoom.
Et puis, ce que je vous invite à faire, si effectivement vous êtes loin et que vous ne pouvez pas les voir régulièrement, eh bien, c'est de fixer une réunion régulière. Par exemple, tous les dimanches à 17 h ou bien tous les mercredis après-midi à 16 h. Vous voyez, vous fixez un rendez-vous. Ça peut être soit hebdomadaire, soit une fois tous les 15 jours, soit tous les premiers dimanches du mois. Mais l'enfant sait qu'il va vous retrouver pendant cette période. Alors, un tout petit, ça va être peut-être 5 minutes, petite 10 minutes. Mais plus il va grandir, plus il va prendre l'habitude de vous voir, de vous raconter ce qu'il a fait dans la journée, ce qu'il a mangé, comment ça s'est passé à l'école, comment ça s'est passé avec ses amis. Et petit à petit, en fait, vous allez construire un relationnel de qualité. Même si physiquement, vous ne pouvez pas faire des gros câlins et des gros bisous ou coucher votre petit enfant pour lui raconter une histoire, en fait, l'histoire, vous pouvez très bien la raconter derrière l'écran. Évidemment, ça ne remplace pas un gros câlin, mais ça efface les kilomètres et ça permet surtout d'entretenir une relation qui est très importante. Et puis, plus l'enfant va grandir, plus vous allez pouvoir organiser des petites choses en ligne. Ça peut être des jeux en ligne. Voilà, vous leur enseignez à faire des jeux d'échecs. Eh bien, vous pouvez très bien, si vous avez passé les vacances à leur enseigner le jeu d'échecs, vous pouvez très bien continuer à faire ça en ligne lorsqu'ils ont repris le chemin de leur domicile et vous le vôtre. Vous pouvez aussi raconter des histoires, les lire. Vous pouvez organiser la petite séance de sport ou de chansons, de musique. Voilà, à vous de mettre en place un petit peu ce rituel-là et ne pas vous laisser porter par le quotidien où dire « Oh, bah, il n'a rien à me dire. Bon, je lui pose 3 questions, il me dit oui et puis c'est fini. » C'est vrai que c'est difficile à mettre en place, mais si on prépare bien en amont, eh bien, vous allez voir qu'en fait, la réunion, la relation va être riche. Donc, à vous de préparer en disant, bon, bah, tiens, je vais lui poser telle et telle question, je vais lui proposer de chanter une ou 2 chansons. Et en fait, vous allez voir qu'au début, on se sent un petit peu bizarre de chanter une chanson derrière l'écran. Mais c'est le fait de le faire et de le refaire qui va créer cette relation spéciale et va vous permettre de ne plus vous sentir ridicule et au contraire d'avoir ce petit rendez-vous spécifique qui va dire bah tiens voilà c'est dimanche je vais chanter je vais voir quelle chanson chanter avec mon petit-fils ou peut-être faire une petite séance de yoga avec les 2 petits enfants. Alors, quelles sont quelques ressources complémentaires pour continuer dans ce chemin des activités parce que évidemment, en fait, il y a encore plein d'autres choses à faire. Mais là, je vous donne… Alors, Chloé, vous pouvez peut-être l'écrire sur le côté, mais c'est des sites à consulter justement pour vous donner d'autres idées. Il y a… alors, c'est essentiellement avec les plus petits parce que parfois, on ne sait pas trop quoi faire avec les petits. Il y a grandmercredi.com qui est un site très sympa. Et puis, il y a le cahier de Pomme d'Api. Pomme d'Api, vous connaissez, hein, c'est de notre génération. Donc, les activités pour occuper les enfants à la maison avec Pomme d'Api. Voilà, donc ça, ce sont 2 sites où vous pouvez, que vous pouvez consulter pour avoir encore plus d'idées. Si vous êtes un petit peu en panne d'idées, vous pouvez très bien convier 1 ou 2 camarades de vos petits-enfants ou le cousin pour pas qu'ils se retrouvent tout seuls et à partager une activité du même âge. Voilà, pour lesquelles, en fait, eh bien, vous pouvez vous mettre un petit peu en retrait parce que voilà, on n'a pas toujours la possibilité de s'investir à 300% dans l'activité. Donc, ça peut nous permettre de décharger un petit peu en ayant un camarade ou une personne un petit du même âge que notre petit-fils ou notre petite-fille. Vous pouvez aussi leur demander de venir juste le temps d'une partie de jeu de société, le temps d'un jeu d'extérieur comme le foot ou la pétanque. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la personne, l'enfant, sur toutes les vacances, hein, bien sûr. Voilà, on peut aussi se lancer dans la cueillette de fruits rouges pour la confection de confitures. J'ai rajouté ça parce que c'est ce que je faisais avec mon fils ce week-end. On me faisait une confiture de fraises parce qu'elle s'était un petit peu abîmée. Et il a adoré. Mon garçon a 13 ans, donc c'est le genre de choses qu'il adore faire parce qu'après, il est tout fier de lui. Alors, bien évidemment, il existe encore beaucoup d'idées. Hein. Vous avez vu qu'1 heure, c'est très vite passé. J'ai déjà débordé de 10 minutes.
Il y a encore beaucoup d'idées. Je n'ai donné que quelques exemples, mais vous pouvez aussi décider de suivre vos petits-enfants dans leur activité du moment. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Hein. Si justement votre petit enfant a décidé de se mettre au tricot, eh bien, vous pouvez le faire avec lui. S'il a décidé de se mettre au vélo, vous pouvez le faire avec lui. Faites juste attention à respecter votre écologie personnelle et vos capacités physiques. Voilà. Mais d'une manière générale, on ne force pas une activité que vos petits-enfants n'aiment pas. Il est important de passer du bon temps ensemble, c'est ce que je vous disais tout au début, c'est le temps de qualité qui importe, mais vous pouvez proposer cette activité régulièrement si elle vous tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être que l'activité ne correspond pas à son âge ou à sa maturité et qu'à un autre moment, il y a peut-être forcément un âge ou un moment où la randonnée ou la visite d'un musée ou la sortie au théâtre va correspondre davantage à son âge ou à sa maturité qu'au moment pile où vous l'avez proposé. Donc, ne vous découragez pas. Si votre proposition est tombée à l'eau, eh bien, ça peut revenir l'été suivant ou dans 2 ou 3 ans. Voilà. En tout cas, passez du bon temps avec vos petits-enfants et puis n'hésitez pas à préparer tout ça pour que ça soit petit à petit plus naturel si vous n'avez pas toutes les idées du premier coup. Merci à tous et puis j'espère que vous allez passer d'excellentes vacances avec vos petits-enfants. Merci beaucoup Estelle, merci beaucoup, merci à tous. Je vais juste rapidement clôturer. Hop. Alors, je vous mets à l'écran du coup le petit questionnaire de satisfaction. Ça, vous aurez une occasion de nous dire ce que vous avez pensé de la conférence d'aujourd'hui. Si vous avez des idées éventuellement de nouvelles thématiques qu'on pourrait aborder. Je vous mets le lien dans le chat. Il est parti ou pas? Voilà, c'est chose faite. À l'écran, vous avez la chaîne YouTube de Gwendoline Cotret sur laquelle vous retrouverez tous les visios des différentes conférences ou cours de yoga, de sophrologie, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, partager éventuellement avec vos proches les différentes visios et puis les revisionner si jamais vous avez raté des choses ou que ça allait un peu trop vite. Le livre audio et le podcast de Gwendoline Cotret et Isabelle Palassin, ça déménage, donc qui parle évidemment du déménagement des seniors. N'hésitez pas, pareil, à le consulter. Je vais vous le remettre à l'écran juste après. Le jeudi 25 mai à 10h30, on parlera de l'alimentation végétarienne. Donc, si ça vous intéresse, il vous suffit de vous inscrire à l'écran que je vous mets également dans le chat. Hop. Le chat est très capricieux. Ah, c'est... Hop, voilà, je vous le mets à l'écran. Et j'en profite pour remercier à nouveau nos financeurs que sont du coup le CNSA, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et le département de 75. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Si vous souhaitez nous envoyer un mail pour une question, une demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter à contact@movadom.com. On sera ravis d'y répondre.